Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter très rapidement. Steven Bonan, je suis data analyst au sein du groupe SIPA Ouest France. Je remercie Axi de m'avoir invité aujourd'hui et de m'avoir proposé de partager une expérience ce matin. J'ai eu l'embarras du choix, j'ai hésité à vous présenter. Est-ce que je pouvais vous parler des prérequis de la data? Est-ce que je vous parle d'un outil? Voilà, c'est des sujets qu'on voit assez régulièrement et en fait, j'ai préféré prendre le problème à l'envers. C'est quelle est notre problématique et comment on peut y répondre en fait. On va commencer par la fin, c'est la finalité et comment on peut y arriver. Voilà, j'ai préféré faire dans ce sens-là. J'ai pas l'habitude de faire ce type de présentation-là, donc je vais essayer de me concentrer, vous faire un truc un peu propre. Si à un moment donné vous avez une petite question, n'hésitez pas à faire un petit geste, on peut marquer un temps d'arrêt, et puis à la fin, si je me débrouille bien, on aura un gros 5 minutes pour échanger. Et comme l'a dit tout à l'heure Martin, à chaque pause, quand vous me croisez, n'hésitez pas, on peut discuter ensemble, ou même ultérieurement via les réseaux, ce sera avec plaisir. Petit programme tout à fait classique, je vais présenter le groupe, l'équipe, et après on passera dans le vif du sujet. Le groupe SIPA Ouest France, je pense que le nom vous évoque quelque chose, au moins le Ouest France. En fait, c'est un groupe assez important dans la région. La mission du groupe, ça va être éclairer, informer et relier, puisque forcément, c'est un média avant tout d'information. Et l'historique, l'Ouest éclair en 1899, plus proche 44, la création d'Ouest France. Et petit point important, je dois m'arrêter là quelques instants. J'ai ma chef qui doit surveiller que je le dise bien. En 90, on a la création de la SPDH. C'est une association en fait qui est à la tête du groupe, qui permet en fait d'assurer l'autonomie, de conserver une autonomie du groupe et une indépendance d'un point de vue journalistique. Voilà, c'était important. Nous n'avons pas de soutien d'investisseurs financiers externes. C'est grâce à cette association-là qu'on l'assure. Le groupe, c'est un peu plus de 4000 collaborateurs, un bon quart de journalistes, et puis on est accompagné par un grand nombre de correspondants, des porteurs et des diffuseurs, c'est nos points de vente par exemple. Donc, voilà, tous ces chiffres-là pour apporter de l'information, et puis je vais vous montrer après, on travaille aussi sur d'autres créneaux évidemment. Du papier. On a principalement 5 marques au quotidien dans le Grand Ouest. Voilà, ça c'est notre secteur avec 700 000 exemplaires au quotidien. Donc tous les jours, il faut rédiger les articles, faire ses maquettes. Ça part à l'impression le soir. Les premières impressions partent pour Brest vers 22-23 heures pour finir à 4 heures du matin pour alimenter Rennes. On part du plus loin, on se rapproche. Si le match déborde un peu le soir, il se peut que Brest n'ait pas l'information de notre part. Voilà. On n'a pas toujours la latitude nécessaire, les journaux doivent partir. Alors ça arrive, des fois on peut avoir une breaking news, on peut arrêter les impressions, rechanger la une et refaire partir. Mais voilà, c'est une course contre la montre qui a lieu tous les jours. Et après, avec la marque actu.fr, on a plutôt une orientation au niveau national. Je passe un petit peu. On travaille évidemment sur le numérique. Le dernier né, c'est la TNT avec la chaîne Novo 19. Voilà. Et on est forcément très présent avec nos sites d'information. Un peu plus de 300 millions de visites mensuelles. Et on analyse tout ça au quotidien également. C'est un gros sujet chez nous. C'est important de suivre ça. Et des présences sur les ondes radio aussi. Peut-être qu'en venant au boulot le matin en voiture ou à vélo, vous avez une petite oreillette et vous écoutez It West. Avec plus d'un million d'auditeurs par semaine. Tout ça, c'est notre auditoire. Papier, numérique, radio, un peu télé aussi, du coup, dans le numérique. Et pour finir, je vais assez vite sur la présentation du groupe, je voudrais passer sur le vif du sujet, mais voilà, on a un certain nombre, c'est pour ça qu'on parle de groupe, on a pas mal d'entités qui constituent ce groupe-là, orientées sur le journalisme, sur que ce soit les radios, les magazines, les quotidiens, et aussi la régie publicitaire. Voilà. Je vais revenir un petit peu après, ça va être le cas d'usage pour ce matin. On a aussi une régie publicitaire assez importante qui travaille au sein du groupe. Donc tout le monde travaille avec les uns avec les autres, c'est en symbiose. Là, vous vous en rendez pas compte, mais quand on voit toutes ces boîtes-là avec tous nos domaines,
eh ben, on a autant d'équipes métiers, fonctionnelles. Et je vous laisse imaginer, repenser peut-être ce matin à la photo de Martin avec les câbles et puis 2 pieds qui dépassent. Ben voilà, ça peut amener à ça si on ne prend pas les choses du bon côté. Donc on n'est pas dans cette situation-là, on est sur un entre-deux. On a des choses à la fois qui datent un peu, qu'on veut revoir, des choses qui sont très modernes. C'est la vie d'un groupe. Je pense que si vous êtes dans une grosse entreprise, vous avez l'habitude de ça. On refait en permanence, on avance et puis on essaie de rattraper un petit peu des choses et quelques dettes qu'on peut avoir. Et voilà, cette cartographie, elle est assez intéressante pour ça. C'est d'imaginer tous les projets qu'on peut avoir et pas que data d'ailleurs. Petite présentation aussi du pôle data. On est une bonne vingtaine de personnes réparties sur plusieurs équipes. On a une première axée analyse et modélisation. Vous pouvez vous prendre une photo, je ne vais pas tout vous réciter. On a une première équipe avec des data analysts et des data scientists. Tout le monde peut produire du tableau de bord. Tout le monde peut faire la requête. Et après, en fonction des compétences, il va y avoir soit des modèles spécifiques, des analyses poussées. Ça va être aussi consommer ce que nous-mêmes on peut produire pour aider les métiers aussi. Tout le monde n'est pas en capacité d'interpréter tous les chiffres qu'ils peuvent avoir ou imaginer les leviers pour contrer des effets quand on a des chiffres en rouge en fait. Voilà, donc ça c'est un premier pôle. Un deuxième axé audience et activation. Voilà, tout à l'heure j'ai parlé, la partie audience chez nous est très importante, forcément, c'est un peu notre gagne-pain au quotidien. Donc on est obligé d'avoir une équipe dédiée qui va se composer également de data analyst et aussi d'un web analyst qui répond chaque heure à des nouvelles demandes en fait, pour suivre un nouveau magazine. Là on a un nouveau site qui sort, est-ce qu'il est bien tagué, est-ce qu'on sait d'où ça vient, qui c'est, est-ce que les personnes restent, est-ce que les personnes reviennent. Il y a tout le parcours d'activation, d'abonnement, il y a tout un parcours alors que je maîtrise très mal. Du coup moi c'est pas mon cœur de métier au sein du groupe, c'est pas un domaine que je maîtrise, mais ça occupe au quotidien en fait. Et on a un troisième pôle plus orienté technique avec des data ing et des experts tracking. Là, ça va être plutôt pour gérer à la fois l'exploitation au quotidien, le monitoring des outils, mais aussi l'intégration des données. Et puis qui nous accompagne aussi sur tout ce qui est socle. Ça va dépendre un petit peu des profils, mais on travaille aussi au quotidien ensemble. On est tous sur un même pôle. On a des benches, on change tous les 6-8 mois, on va changer un peu de place en fonction des projets du moment. Et c'est très courant d'avoir un data scientist avec un analyste pas loin, un ops ou un data ing qui est pas loin aussi. C'est hyper efficace. Ça évite aussi de devoir créer des réunions pour se parler un quart d'heure et traiter des petits sujets comme ça au fil de la journée. Donc une belle équipe, un peu plus de 20 personnes. Et pour compléter ça, alors pourquoi 20 personnes? J'ai quand même 3 chiffres à vous communiquer en plus que je n'ai pas mis là. On a derrière une cinquantaine d'équipes dites commanditaires, une cinquantaine d'équipes métiers qu'on va servir, différentes. On va avoir plusieurs centaines de rapports, que ce soit sur des outils de data vise ou que l'on pousse par mail, plusieurs centaines. Je vais pas faire d'arrondi parce qu'on en redécouvre encore un peu aujourd'hui. Et in fine, on doit servir 1000-1500 utilisateurs qui vont être soit destinataires d'un tableau de bord ou d'un rapport ou d'un chiffre que l'on va générer à travers des présentations qui sont diffusées en interne. Donc 20, c'est une belle équipe, mais à la fois, il y a du travail, on ne s'ennuie pas. Quelques exemples en fait, de nos services. Alors là, je parle en tant que data, les produits que l'on fournit à nos utilisateurs. Ça va être les tableaux de bord, la data vise, assez classique. Alors data vise ou même un petit peu de reporting, c'est un terme qui reste encore, on fait sous différentes formes. On va aussi parler d'analyse. Toutes les équipes ne sont pas à même d'elles-mêmes de consommer ces chiffres, j'ai un petit peu dit tout à l'heure. Donc là, c'est quelque chose qu'on veut accentuer aujourd'hui. Là, on est dans une démarche où on voudrait produire un petit peu moins pour pouvoir mieux servir ces chiffres-là, mieux accompagner sur des réflexions, des prises de décision. C'est quelque chose qu'on veut mettre en avant. Donc c'est aussi là où c'est important d'être comme nombreux dans le pôle pour pouvoir couvrir les différents domaines du groupe. Voilà, il y a beaucoup de sujets. On peut pas, et là, on se doit en fait d'être de plus en plus experts sur ces domaines-là pour accompagner de mieux en mieux. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place là depuis plusieurs mois et qu'on va accentuer encore en 2026. Il y a une partie self-service. C'est un sujet récurrent, je pense que vous devez l'avoir aussi. Je ne vais pas faire un vote à main levée, mais je pense que je vais voir plusieurs mains à s'agiter. La question du self-service, il faut trouver le juste milieu. On a des métiers qui veulent être autonomes,
qui ne peuvent pas toujours l'être ou qui peuvent aussi dériver. Quand on offre de l'autonomie, on peut aussi se tromper. Donc pareil, on a fait plusieurs exercices dans ce sens-là là, sur 2-3 ans. On est en train d'avoir des pistes intéressantes, soit forcément, comme l'a dit Martin, maintenant c'est l'IA. Donc on va essayer de travailler sur des solutions IA. On n'y est pas encore, nous on le teste pour nous là depuis l'année dernière. On va accentuer ça cette année. Et l'autre mode de self-service qu'on utilise, qui est un peu plus simple, qui est déjà en place, c'est un peu des tableaux à la demande, comme on peut faire avec des outils de reporting traditionnels, ou qu'on sait maintenant faire dans des outils DataVis, où on met un gros tableau, une liste de mesures et de critères d'analyse, puis les utilisateurs vont sélectionner, hop, ça leur montre leur petit tableau. C'est assez utile, pas forcément pour des utilisateurs qui veulent juste un chiffre, hein, c'est vraiment pour des personnes qui ont besoin d'extraire une masse de données, de leur outil type CRM ou Factu, voilà, qui veulent faire quelques extractions pour bidouiller un peu dans leur coin et faire des vérifications assez précises. Ça marche plutôt bien et ça évite nous d'avoir plein de petites demandes qui prennent des dizaines de minutes au quotidien et qu'on va dégager plutôt pour faire des analyses justement. Donc ça c'est un gros morceau aussi. On a forcément dans nos produits des produits dits data science avec des calculs d'indicateurs ou de segmentation plus ou moins évolués. J'en parlerai un petit peu justement tout à l'heure. Et le dernier point qu'on peut avoir, c'est aussi l'objet de ma présentation ce matin, c'est de l'activation, la CRM. Donc la data, en fait, elle ne fait pas que de produire des indicateurs. C'est pas qu'un outil au bout de chaîne finalement. On va prendre de la donnée, on va la mouliner et on va la renvoyer pour l'insérer dans des systèmes. Et en fait, moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne me suis pas bien présenté, mais ça fait 15 ans que je travaille dans la data. Et ce type de pratique-là, je le fais que depuis 3-4 ans. Avant, je n'avais pas ces habitudes-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de nombreux leviers en travaillant comme ça. Donc c'est là-dessus que je vais essayer de vous intéresser ce matin et de vous montrer cette plus-value de la data qui est peut-être sous-estimée quand on n'imagine pas aller jusque-là. Je fais un petit check chrono, ça va. Je pense que j'avance bien. C'est assez clair pour l'instant, ça vous va? Je débite pas trop vite. Je vais essayer de ralentir un petit peu là, qu'on ait le temps de bien voir ce que je vais vous présenter. Il fallait bien s'arrêter sur un petit peu d'outils, un petit schéma, simplifié. Simplifié parce que ce n'est pas un schéma savant. C'est une petite galaxie de ce qu'on peut avoir chez nous. Elle n'est pas complète. J'ai fait le zoom sur ce qui m'intéressait le plus. Et j'imagine qu'avec ça, on pourra avoir des débats, donc n'hésitez pas. Les domaines que l'on traite, ça c'est pour donner un petit peu de couleur à tous nos outils derrière. Les audiences, le marketing, on a 2 grosses équipes marketing, une côté Ouest France, une côté Aditi pour la partie publicitaire, où on travaille au quotidien avec eux, hein, c'est 30 et 30 personnes. La rédaction, avec une petite étoile, j'y reviens tout à l'heure. Commerce, industrie, logistique et distribution, voilà, après des choses un petit peu plus standards. Mais on travaille pour toutes ces équipes-là, tous ces domaines-là. Derrière, c'est 50-55 équipes différentes. On a, je vous ai mis quelques interfaces. Donc les interfaces que je l'ai appelées interfaces, c'est quels sont les modes de récupération de données. Tout ce qu'il y a de classique, SQL API, des bus de messages dans certains cas, avec du Kafka, du RabbitMQ. Et puis on a toujours des fichiers qu'on peut recevoir par FTP, parce qu'il y a toujours un moment donné où on va acheter un petit fichier par-ci ou recevoir d'un système par-là. Donc on est toujours obligé de traiter ces fichiers-là, de moins en moins. La tendance, c'est vrai que là, on a de plus en plus accès à des API ou des bus de messages maintenant, beaucoup plus. La partie socle de données, je vais essayer de prendre un peu plus de temps ici. Centrale dans mon schéma, centrale dans nos projets, centrale dans nos réflexions. Ce matin, Martin l'a dit aussi, pour l'IA aujourd'hui, pour une bonne IA, il faut une bonne donnée. Mais même avant ça, pour faire un bon rapport, pour prendre des bonnes décisions, la partie socle de données est hyper importante. J'insiste là-dessus. Moi, c'est mon fer de lance en fait, au quotidien, depuis pas mal d'années maintenant. Peu importe ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, le noyau, ce qui m'affectionne le plus aujourd'hui, c'est vraiment cette partie-là. C'est ce qui va refléter la qualité de ce qu'on va fournir après. Donc si là on n'est pas bon, on ne peut pas être bon après. On va utiliser comme base de données, on a 2 systèmes. On a un système SQL Server qui est là on-premise chez nous, qui est plutôt historique, qui est là depuis pas mal d'années, pour ne pas dire décennies, qui fonctionne très bien.
Et depuis peu, on s'est mis aussi sur Snowflake en version cloud, où on va traiter des sujets différents. On va aller peut-être plus loin sur certains sujets. Hyper performant aussi, on est content. On a donc ces deux socles de données, ces deux bases de données. Et alors pourquoi avoir du coup un on-prem, un cloud, et pourquoi avoir des étoiles? Eh bien, il y a certaines données, on a interdiction de les mettre dans le cloud. Donc de toute façon, on aura toujours des systèmes on-prem, en particulier pour ce qui est rédactionnel et RH. Rédactionnel parce que nous, c'est nos données, c'est le cœur de notre entreprise. Pour l'instant, comme on n'a pas une maîtrise totale de ce qui peut se passer dans le cloud, de tous les aléas, voilà, on entend souvent parler de fuite de données ou de problèmes, que ce soit base IA ou pas. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc on a ces deux systèmes-là, ils ne font pas les mêmes choses, et ça fonctionne très bien en symbiose. Dans les deux cas, et même si c'était un autre outil, une autre base de données, quelle que soit votre base de données, ça va fonctionner. On a choisi l'architecture médaillon pour la plupart de nos travaux. Donc c'est un terme qui n'est pas toujours connu, mais c'est quelque chose d'assez théorique, facile à appliquer. On prend pour principe de prendre des données des systèmes en amont, de les ingérer de manière le plus brute possible. Select étoile, on filtre rien, dans l'idéal. En tout cas, on ne transforme rien. Évidemment, si on doit limiter une volumétrie, un historique, ou si on n'a pas besoin de prendre l'entièreté du fichier, la source, on ne va pas le faire. Mais en tout cas, on ne transforme pas. Là, l'idée, c'est d'avoir une copie conforme. Des fois, ça peut nous servir de sauvegarde. Quand les systèmes en amont, eux, se purgent, nous, on garde la donnée déjà. Et puis, des fois, on a des questions sur les chiffres, ou on a des questions sur nos transformations. Et la recherche, elle est quand même plus simple quand, à la base, on a la donnée brute. Par expérience, quand on a déjà transformé ici et qu'on a des doutes, c'est souvent compliqué d'accéder au système en amont. Donc voilà, première étape, on appelle l'étape bronze, des données brutes, c'est l'ingestion de données. La seconde, ce qui s'appelle la silver, on va commencer à filtrer, nettoyer, c'est là où on va commencer à bien préparer nos données, un peu type data warehouse en fait. L'idée ici, c'est de commencer à renommer, à enrichir, à corriger, à surveiller aussi nos données. Pas hésiter à mettre en place des mécaniques de contrôle de cohérence. Je suis friand de ça. J'ai pas envie de revenir régulièrement sur mes tableaux de bord parce qu'on a des doutes sur des chiffres. Ah, peut-être qu'on n'a pas reçu les données d'hier, ou peut-être que là j'ai un nul et je ne devrais pas en avoir. Alors, franchement, on a assez de données à gérer comme ça au quotidien pour ne pas revenir sur ce qu'on a déjà traité. Donc, contrôle de cohérence, moi je l'ai fait ici, principalement. Donc nos données Silver, c'est là où on va pouvoir commencer à faire nos modèles en étoiles. J'ai mes faits au milieu, j'ai mes dimensions autour. C'est très classique, ça marche très très bien au quotidien. Et la troisième étape, l'étape Gold, ce qu'on appelle du business level data. Ça va être nos données exposées. Ça peut être l'équivalent d'un data mart. Là, c'est quand je dois vraiment répondre à des besoins un peu plus pointus, qui demandent encore une couche de traitement, mais peut-être un petit peu spécifique. Je vais consommer des données ici, peut-être de plusieurs socles différents, et je vais les mélanger, les faire parler entre elles pour les mettre dans un data mart. Typiquement, un tableau de bord pour la DG, ils vont certainement vouloir se poser des questions sur les différents domaines. Je ne vais pas pouvoir tout mélanger dans l'entièreté, mettant tous mes critères d'analyse, c'est impossible. En général, ce n'est pas fait pour. Donc, une fois que j'ai quelques socles, audience, marketing, rédac, et à la fin, je vais faire un data mart qui va venir vraiment piocher précisément ce dont j'ai besoin pour répondre à un tableau de bord pour une direction en particulier. C'est assez clair pour vous, cette partie architecture médaillon, c'est plutôt connu chez vous, des choses que vous utilisez aussi? Donc nous, en ce moment, on est en transfo. On a cette pratique-là depuis quelques années maintenant, mais pas sur l'entièreté. Il y a des choses qu'on a qui sont là depuis 10 voire 15 ans. Donc on redresse petit à petit, on rattrape sur les plus gros sujets. Et pour la partie transformation, soit à l'ingestion ou pour passer les différentes étapes, très classique, beaucoup de SQL. 80-85% de nos traitements, c'est du SQL. Quelques pourcents, ça va être en Python, principalement pour des transformations pour nos data scientists. Et puis on a un petit peu de Spark. Je ne maîtrise pas du tout cette partie-là. Je ne serais pas capable de vous répondre là-dessus. Et j'ai un petit contrôle, j'ai dû rajouter 2-3 petits pictos que j'avais oubliés. Mais voilà, le reste, ça va encore.
Et après, on arrive finalement à la partie restitution. 80% du boulot, il est là. C'est vraiment avant, c'est cette partie-là. Une fois que mes données sont propres, après, ça va être beaucoup plus facile. Les restitutions, on opère avec les outils qu'on connaît, DataVis, Qlik, Power BI, Tableau. Alors là, je vois 2 ou 3 oreilles qui se dressent. Pourquoi on a tous ces outils-là? Parce qu'en fait, on a beaucoup de filiales. Chacun fait ses choix en 2000, 2010, 2020. Donc on a les 3 outils. On se pose des questions d'harmonisation. Pour l'instant, les 3 outils fonctionnent. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous en vendre un plus que l'autre. Mais on peut en discuter après quand même. On a Piano Analytics pour la partie audience. Piano Analytics, c'est un outil de la solution Piano pour taguer nos sites, faire tous les tracking, suivi d'audience. Ils ont aussi un outil intégré pour les analyses. Ça fonctionne très bien, donc on l'utilise en plus. Et BO, la solution historique sur la partie reporting. Et après, c'est peut-être un peu moins conventionnel, mais effectivement, la donnée, on va la consommer d'autres manières. On a ce qu'on appelle des échanges de données avec des outils, soit Salesforce par exemple, c'est notre CRM. Donc, on récupère des données de Salesforce, on mouline, et on renvoie. Ça peut être un score, par exemple, une segmentation quelconque, qu'on va faire soit en SQL, soit en Python, si c'est un peu plus poussé, et ça réalimente le CRM. Donc là, on prend de Salesforce, on calcule, on renvoie. Et on a aussi Notify ou MediaRhythmic, ce sont 2 autres solutions avec lesquelles on travaille. Là, ça va être le schéma inverse. On leur envoie de la donnée, c'est eux qui moulinent et qui nous la restituent. Donc Notify, c'est ce qu'on appelle une CDP, c'est une Custom Data Platform, et MediaRhythmic, une DMP, c'est une Data Management Platform, si je ne me trompe pas sur les acronymes. Et après, on a aussi quelques expositions par public postage, du mail, beaucoup. Alors soit nous, on a 2 solutions de mail pour envoyer des newsletters ou des informations ou des relances pour tout ce qui est lecteur, abonné par exemple. Mais aussi des courriers en interne avec des documents, on envoie des PDF, on génère des présentations. Et on ressort des fichiers pour alimenter certains systèmes. Et les derniers niveaux d'exposition qu'on est en train de mettre en place aussi, par des interfaces, soit on va mettre à disposition Snowflake à nos utilisateurs. Certaines équipes en fait ont des personnes capées data qui vont être capables d'aller sur Snowflake et de requêter eux-mêmes. Encore une fois, sur des data marts qu'on aura préparés et documentés. Je n'ai pas encore assez dit le mot documenté. Il faut que je rattrape ça, il faut que je le dise encore 3-4 fois. Et on va exposer aussi via, alors ODBC c'est un exemple, mais en fait ces fameux data marts, on va les rendre accessibles à des personnes qui vont, eux, soit avec un outil de DataVis ou un Excel, ils vont se connecter par ODBC à notre socle qui leur a été mis à disposition pour eux-mêmes pouvoir faire quelques indicateurs. On est en train de faire ça, on a déjà une équipe qui est en avance de phase où ça fonctionne, ils avaient déjà l'habitude de ça dans des anciens systèmes moins modernes, là ils sont plutôt contents parce que c'est assez efficace. Encore une fois, c'est du gain de temps, des socles propres en amont. Donc peut-être qu'on se reverra dans 1 an ou 2, je vous donnerai l'état des lieux de ça, mais en tout cas, là, on démarre plutôt bien. Et en transverse, en bas, on a différents outils. Vega, c'est l'ordonnanceur. Git pour le versionning de code. Kubernetes, Webbook, c'est plutôt pour la virtualisation, si je puis dire. Et forcément, on travaille avec du Jira, du Confluence. Jira, c'est pour suivre à la fois notre support comme nos projets. Ça nous permet de piloter nos activités, nos priorités, et puis notre facturation interne. Confluence pour documenter aussi. Alors Confluence, c'est un genre de wiki. Alors, c'est comme un wiki, on l'utilise plutôt pour l'équipe. Et à côté, on a un SharePoint où on va pouvoir diffuser à nos utilisateurs tout un tas de documentation. Ça fait déjà 2 fois. Contrat d'interface, fiches d'information, du data lineage. Pour l'instant, c'est un sujet qu'on doit creuser aussi. Mais c'est pareil, pas besoin d'IA pour se poser la question de faire des beaux socles de données. Une DataVis pour ouvrir des données. Voilà, si c'est pas propre, si c'est pas documenté, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, en fait, ça ne marchera jamais. Donc pareil, c'est un gros chantier qu'on a bien initié. Alors, on avait déjà des choses avant, on n'a pas commencé l'année dernière, je vous rassure, mais qu'on a réenclenché fortement l'année dernière. On s'est réorganisé au sein des équipes. Et voilà, c'est quelque chose qu'on remet aujourd'hui en avant. On a pris la décision là, et je le dis, je suis filmé, enregistré, ils vont m'entendre, mais on a pris la décision peut-être de faire que 3 projets au lieu de 4, mais d'y passer un peu plus de temps et de vraiment travailler tout cet aspect, alors document et socle, oui, mais accompagnement aussi utilisateur.
On ne va plus lancer, ah bah voilà, vous avez vos données, allez-y, c'est dispo. Non, on va aller présenter les travaux, on va aller mener des ateliers, comment on peut utiliser aussi ce qu'on a fourni. On se rend compte que cette partie conduite du changement est aussi importante pour voilà, une meilleure adoption des outils qu'on propose. On peut avoir des demandes, on y répond, mais des fois peut-être pas très bien, des fois pas complètement, ou on cherche à aller trop loin, c'est pas nécessaire. Et en discutant avec nos métiers, avec nos utilisateurs finaux, on s'aperçoit, bah, il faut s'arrêter, il y a déjà de la matière, ils ont déjà de quoi bosser. Voilà, on essaie de jouer sur les priorités. Encore une fois, on a quand même beaucoup de demandes, on ne peut pas tout traiter, et c'est avec ce contact-là qu'on arrive à gérer ça. Je vous propose de passer au cas d'usage. Petit check horloge. Ah oui, ça va le faire. Bah, je voulais vous parler d'un petit projet, on l'appelait prospection. C'est un cas d'usage très simple. En fait, lors de la pandémie, la régie pub constate une perte d'annonceurs. C'est évident, les entreprises sont fermées, elles n'ont pas besoin de faire publicité, donc bah, perte sèche de chiffre d'affaires pour la régie pub. Si la régie pub perd de l'argent, bah, le journal aussi, hein, ça marche, les deux marchent ensemble. S'il n'y a pas de support, on ne peut pas passer de pub. S'il n'y a pas de pub, on ne va pas savoir vendre les journaux à des prix intéressants pour nos lecteurs. Voilà. Donc, on a besoin des deux. Donc l'objectif a été simple, bah, identifier de nouveaux prospects pour relancer la machine. Comment on peut faire ça? C'est le marketing qui s'est dit, bah, nous on voudrait une liste, travailler des potentiels. On a un pôle, ça s'appelle le pôle SDR, un pôle commerce sédentaire, qui va travailler sur la qualification des pistes. Et au final, les pôles territoires, les commerciaux qui vont se déplacer, vont aller travailler ces prospects et leur proposer des solutions publicitaires qui peuvent les intéresser, les aider à développer leur commerce. Très bien. La data s'est positionnée. On connaissait déjà leur CRM, on le travaillait déjà, donc on avait déjà une bonne maîtrise des objets du CRM. On a connaissance forcément des données qui sont en open data, notamment de la base Sirène, qui est une base DataGouv. Donc c'est une base qui contient quelques millions de listes d'entreprises. Cette entreprise qui ouvre, en fait, elle est déclarée, il existe une liste. Et puis après, on voulait mettre en avant le savoir-faire de la data, en particulier un petit peu de data vise avec une belle cartographie qui va être réalisée à l'aide de clics. Et puis, pour cibler, je vais revenir, mais d'un indicateur quantitatif aussi, pour aider à faire un petit peu de sélection sur ce très gros fichier. Donc la problématique, c'est bien un problème business, et on va y répondre avec la data. Pour procéder, on a récupéré les comptes de notre CRM. Notre clé, ça va être le SIRET. Heureusement, le CRM était propre à ce moment-là. C'est pas vrai, on a dû nettoyer ça et compléter les SIRET. Et on a dû aussi unifier, parce qu'on peut avoir 3 comptes avec le même SIRET, travailler par 3 filiales différentes. Voilà, il y a eu un travail à faire. Je vais chercher ma base Sirène, impeccable. J'ai aussi mon SIRET. Je fabrique un RCU, référentiel client unique. J'ai un premier niveau de base avec mes informations que je vais venir enrichir. Pour faire ça, on a toujours des codes postaux à dispo. Bon, très bien, moi je vais faire une carte, j'ai mon petit lien, je vais avoir mes découpages, mes régions pour faire mes différentes représentations. Ça sera un peu plus visuel après. Vos entreprises, comme celle où je travaille, sont enregistrées sous un AF. Il y en existe des dizaines. On fait une transco. On va simplifier ça par une liste de 15 segments, c'est plus facile pour cibler nos secteurs d'activité, sachant qu'Adity ne travaille pas avec toutes les entreprises, on ne couvre pas l'ensemble des domaines qui existent. On ne peut pas travailler avec le domaine de la santé, par exemple. La santé n'a pas le droit de faire de publicité, alors je parle de médecins, etc. Donc voilà, donc on cible. Et une dernière couche, c'est les commerciaux. Nos commerciaux travaillent par secteur, par territoire. Et ils ont des affinités aussi de segments. Donc voilà, pour tel segment sur telle zone, ça sera tel portefeuille. Grâce à ça, à ces transcos-là, là j'ai un fichier, j'ai une liste de comptes énorme qui sont par défaut attribués à des commerciaux. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà, j'ai un gros fichier, mais qui va être prêt pour la suite. À partir de là, pour faire le tri, il va falloir mon fameux indicateur quantitatif. J'ai essayé de simplifier, c'est pas aussi simple que ça en vrai, mais j'ai voulu juste illustrer mes propos.
Moi, sur ma base, j'ai des comptes que je travaille déjà ou que j'ai travaillé par le passé. Ils sont dans mon CRM. Ce sont des comptes qui sont soit des clients, on les appelle actifs, ou des anciens clients, ils sont inactifs, voire des prospects. Ils sont dans mon CRM et je n'ai jamais travaillé avec. Et j'ai enrichi avec ma base sirène ce qu'on appelle des suspects. Donc dans cheminement, inconnu du CRM, suspect. Ils sont enregistrés dans le CRM, prospect, et puis actif, inactif. Voilà, c'est notre workflow chez nous. À partir de là, je vais aller cibler mes actifs, mes inactifs. Et je sais que si c'est une grande surface alimentaire qui est en Ille-et-Vilaine avec un effectif moyen de 100 à 200 personnes qui consomment de la publicité papier, je sais qu'en récupérant toutes mes commandes, je sais que j'ai une moyenne de 10 000 euros. Voilà. Ça va être mon indicateur en fait. C'est grossier, hein, c'est vraiment simplifié, mais ça va être mon indicateur. Et grâce à ça, je vais pouvoir appliquer ma valeur projective, je vais appliquer ma valeur projective à mes prospects, mes suspects, ceux avec lesquels je n'ai jamais travaillé. Je vais pouvoir leur donner un poids. Tous mes prospects qui sont en grande surface dans le 35 avec 100 collaborateurs, j'estime pouvoir peut-être faire 10 000 euros. C'est un genre de... Là, c'est perçu comme une moyenne, mais on se dit que c'est un maximum. C'est évident que je ne pourrais pas aller chercher toutes les grandes surfaces d'Ille-et-Vilaine et faire 10 000 euros avec tout le monde. Voilà. Mais c'est vraiment pour pouvoir commencer le travail de ciblage. À partir de là, c'est quasiment terminé. J'ai ma base, j'ai un indicateur, j'ai des données propres. J'ai un clic sous la main. J'ai fait une carte. C'est un extrait là. Je n'ai pas voulu me lancer dans une démo en live, mais c'est une carte où j'ai mes polygones. Je vais pouvoir placer en couleur, c'est mes secteurs. J'ai deux portefeuilles sur un secteur qui est plutôt sur le rose et un portefeuille sur le secteur vert. C'est une zone où on est en difficulté actuellement. Donc voilà, j'ai ciblé le secteur. Mon commercial, la semaine prochaine, il doit aller dans ce secteur-là et il dit j'ai 2 clients à voir, est-ce que j'ai pas des prospects autour que je pourrais aller rencontrer? Oui. Donc on a les filtres. Je veux aller chercher mes grandes surfaces. C'est un commercial qui est sur l'alimentaire. Je fais ma petite sélection, 10 km autour d'un point central, et avec ça, je vais retrouver une liste de comptes. Là, on voit au-dessus, alors c'est des chiffres complètement erronés, voire incohérents. Sur la zone, je sais que j'ai travaillé en 2023 35 000 euros. L'année d'avant, j'en avais 120 000. C'est pour vous dire là, la perte de chiffre d'affaires. Et pourtant, je trouve sur la zone presque 1000 comptes, avec un potentiel de 800 000 euros. Voilà. Alors je vous dis, ça c'est le maximum. C'est si j'arrive à aller voir tout le monde. Ce n'était pas le but, on sait que ce n'est pas atteignable. Mais on sait qu'on a un potentiel. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, en fait, avec cette base, avec cet indicateur. J'ai ma carto, elle est accessible principalement par l'équipe marketing qui va dire là on doit développer cette zone-là, ils vont faire cet exercice-là manuellement, ils ont travaillé secteur par secteur pour démarrer. À partir de là, ils se retrouvent avec un tableau tout fait. J'ai une petite question. À quoi correspond le statut muet ? Oui, parce qu'il a disparu, ce sont des inactifs. Ce sont des comptes qu'on a travaillé auparavant, mais qu'on ne travaille plus aujourd'hui. Là, c'est une notion qu'on a supprimée depuis, on a simplifié. C'est une notion de temporalité. On distinguait les comptes avec lesquels on ne travaille plus depuis 1 an de ceux de plus de 1 an. À partir de là, on a un tableau où on va avoir les informations du compte, donc son adresse, son nom, son segment, son secteur et le potentiel. Et à partir de là, ils vont extraire ce fichier-là de l'outil, ils vont l'importer dans le CRM pour ensuite aller le qualifier. Donc là, c'est un deuxième pôle qui va prendre le relais. Alors, ça n'a pas été automatisé, ils vont aller sur Internet, ils vont aller chercher les contacts, etc. Ça, c'est le travail un peu fastidieux, parce que le fichier CRM ne donne pas de contacts, de coordonnées. Donc il y a ce travail-là qui a été fait. Et ça a permis en 2023-2024 de nous aider à relancer en fait, le commerce au niveau d'Adity. C'est une période qui était un peu difficile, beaucoup d'entreprises sont passées par là. Et encore aujourd'hui, on utilise cet outil-là pour développer certains segments qu'on avait un petit peu laissé de côté, qu'on n'avait pas pu traiter jusque-là. Après, on a un peu plus automatisé aussi cette partie-là, c'est que l'indicateur il est envoyé dans le CRM en fait. Et on peut tout à fait créer directement des campagnes dans le CRM en utilisant ce fameux indicateur. Pour faire des newsletters par exemple, une proposition commerciale un peu plus automatisée. Donc c'est 2 axes, un manuel, quelqu'un qui a un sujet précis à aller voir sur une zone précise
ou automatiser sur l'envoi du CRM pour créer des campagnes. C'est un exemple hyper simple que je vous ai présenté là. Je l'ai fait assez vite, j'espère que je n'étais pas trop vite. Mais en vrai, le projet, on l'a fait en, je ne sais plus si c'était 15 jours ou 3 semaines. C'était rapide parce qu'on connaissait le CRM, on a pris la base, un petit peu de nettoyage. La partie SIRET, en fait, on a un service de surveillance des comptes. Donc c'est un service, en fait, on a plugué via API. On envoie les SIRET, ça vérifie si le compte est encore actif, ça met à jour les infos, ça nous renvoie. Et puis à côté, on a aussi automatisé l'unification de nos fiches sur Salesforce. Donc ça s'est passé extrêmement vite. Après, on a affiné. Voilà, on est revenu une fois ou deux, on a changé quelques data vis, on a rajouté des critères, mais ça s'est fait hyper vite. Et le sujet est encore d'actualité aujourd'hui. On l'a retravaillé récemment. Voilà, on l'a remis à disposition, on l'a rénové aussi avec nos nouveaux outils. On a d'autres exemples en fait. Ça, c'était un exemple pour amener de la data, pour dire c'est pas que l'analyse, on va jusqu'à l'opérationnel, du business dans notre cas. On a d'autres exemples. On a un moteur gratuit, payant gratuit, pardon. Si vous avez l'habitude d'aller sur le site de Ouest France, je l'espère, vous avez des articles qui sont cadenassés, qui sont réservés à nos abonnés. Et en fait, c'est un moteur, c'est le MPG de la data qui permet de déterminer ça en fonction d'un seuil à atteindre et de critères. Est-ce que c'est de l'actualité locale ou plutôt nationale, la longueur de l'article, les sujets du moment, voilà, c'est déterminé par nos soins. Donc, vous ne voulez pas, si vous avez un article cadenassé et que il vous intéresse, je suis désolé. C'est notre gagne-pain. Et voilà, c'est un produit de la data qui tourne au quotidien et qu'on essaie, alors qu'aujourd'hui qui tourne chez Ouest France et puis qu'on est en train de mettre en place chez Actu par exemple et qu'on voudrait proposer aussi à nos collègues sur le reste de la France avec lesquels on échange aussi souvent. À savoir que le monde de l'information, tout le monde est lié, hein, on n'est pas concurrent en fait, parce que chacun a un petit peu son secteur. Donc on échange sur nos solutions digitales comme data, comme les outils DSI. Donc on s'échange un peu nos solutions comme ça. C'est assez intéressant d'ailleurs. On a un deuxième modèle qu'on est en train de travailler, le MRS, modèle de réglage de service, qui m'a été présenté il y a 15 jours d'ailleurs. Là, l'idée, tout à l'heure j'ai dit on imprime 700 000 journaux par jour, il y en a 500 000 qui partent chez les abonnés, et puis on a un peu moins de 200 000, alors c'est 150 000 qui partent sur des points de vente. Et là, l'idée, c'est d'estimer au mieux le nombre de journaux nécessaires à ces points de vente. Le cas que je vous ai retenu, c'est éviter qu'il manque des journaux chez votre libraire favori. Forcément, si vous arrivez, il n'y a pas le journal, pour nous, c'est une perte, pour vous aussi, vous n'avez pas l'info. Et nous, pareil, problème. Il y a un deuxième cas que je n'ai pas écrit là, mais c'est aussi éviter le trop-plein. Ça va dans les deux sens, en fait. Il y a certains points où on met à disposition trop de journaux, c'est de la perte aussi. Donc ça veut dire du papier utilisé pour rien, on ne peut plus se le permettre non plus. Un autre exemple, le baromètre immobilier. Dans le groupe, on a une filiale orientée immobilier, Ouest France Immo, avec un estimateur de prix. C'est pareil, c'est une solution data qui a été mise en place. Et je termine par le plus classique, taux d'attrition, un score anti-churn. Très classique, mais aussi on récupère des informations du CRM, de l'outil de facturation. On a des règles, on mouline encore assez simplement et on renvoie cet indicateur dans le CRM pour mettre en fait un score, pour dire attention, on estime qu'à 3 mois, le client en fait, il va partir. Grâce à ça, derrière, pareil, on fait des campagnes, on a le market et le commerce qui sont à l'affût de cet indicateur-là, et puis ça leur fait des mémos aussi pour dire attention, oui là j'ai peut-être des actions à mener. Donc c'est aussi assez important. Voilà, le petit cadenas sur le côté et le score, le baromètre IMO. J'ai mis quelques exemples. Côté temps, je ne sais pas du tout où j'en suis. 5 minutes ? On est pas mal, merci bien. On m'a demandé de parler un petit peu de l'IA. J'ai fait qu'une salle, ça va être juste la position du groupe en fait. Je ne vais pas vous faire un grand laïus sur l'IA, on est en train de s'y mettre, on est en train d'essayer ça fait 1 an ou 2 qu'on se pose beaucoup de questions, on regarde, on se doit d'être très prudent. Déjà, nous on a des enjeux, encore une fois avec l'information, on ne peut pas se permettre d'avoir 1200 journalistes qui vont jouer avec ChatGPT pour
travailler leur texte, à chercher de l'info, c'est absolument hors de question. On connaît les problèmes d'affination, on connaît le problème des fuites de données, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on a interdit d'utiliser des outils gratuits. Voilà, ça c'est clair pour tout le monde, c'est pour tout le groupe. Là je vous parle pas que à la data ou à la DSI, c'est vraiment dans le groupe, on a une charte. Il y a une gouvernance qui a été mise en place exprès pour traiter ces sujets-là, avec différents comités. On a un comité d'IA disponible pour former, sensibiliser l'ensemble des collaborateurs avec différents niveaux. Effectivement, on ne sensibilise pas des journalistes au même niveau qu'un développeur à la DSI qui va devoir développer une solution. Ce n'est pas les mêmes niveaux, mais on a ces équipes à dispo. Et on a aussi un comité d'évaluation sur lequel on va pouvoir soumettre un certain nombre d'outils. Ils vont pouvoir tester, voir ce qu'on peut faire avec. Après, je vais zoomer un peu sur la partie développement quand même. Nous, à la data, on l'utilise. Ouf, quand même, on a le droit. On l'utilise à travers VS Code, on a Copilot qui peut nous aider pour des requêtes. C'est un gain de temps. Avant, on allait sur Internet, fallait chercher 3-4 sites. C'est vrai que là, c'est assez efficace via Copilot. Et Cortex qui est intégré à Snowflake aussi. Quand on a pas mal de code, qu'on a oublié une fonction, qu'on veut optimiser un petit bout, ça peut aussi être efficace. Toute petite mise en garde. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Je cherchais à faire une action SQL, je ne me rappelais plus. J'ai tapé mon prompt, il me sort un code, très bien. J'étais incapable de lire le code en fait. C'était le problème, c'était des fonctions que je ne maîtrisais pas du tout. Pour le coup, je suis revenu après dessus, j'ai changé ma méthode et du coup, ça m'a permis de m'aider à avancer, ceci dit, mais je n'ai pas gardé ce code-là. Je l'ai revu après, aussi à l'aide de l'IA, à l'aide de Cortex, mais du code que cette fois-ci j'ai pu lire. Donc ça aussi, je trouve ça important. On est souvent amené à revenir sur des choses qu'on a déjà faites auparavant, soit pour l'adapter dans le même contexte, ou l'adapter chez quelqu'un d'autre. Si je ne sais pas lire, c'est un problème. Notre licorne. Aujourd'hui, notre licorne, on ne cherche pas à atteindre le Saint Graal de l'IA qui fait tout. On a des besoins très simples. On s'y penche là sérieusement. Encore une fois, on s'est un peu restructuré. On cherche à revoir nos socles de données, à travailler notre documentation et notre conduite du changement. Donc on ne peut pas tout faire en même temps. Donc là, on se pose des questions au niveau de l'IA. On a deux gros besoins. Le premier, c'est que l'IA puisse être un outil data as a service. C'est dans le cas de self-service. C'est qu'un utilisateur puisse prompter sa question. Et grâce à ça, il a rapidement son chiffre. Qu'il n'ait pas à chercher 3 tableaux de bord. Pour faire ça, il faut avoir des données propres et qu'elles soient documentées. Une fois de plus. Ça, c'est notre besoin plus data. On a des documents qui existent. On a un SharePoint. Vous avez SharePoint chez vous? C'est vachement pratique, on peut mettre plein de trucs. C'est pas pratique, on peut mettre plein de trucs. Et donc, des fois, c'est enterré, c'est dans plein de dossiers. On sait que ça existe, mais on ne sait plus où. On en a sur Confluence, on a des choses dans Jira maintenant. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un petit agent qui est capable d'aller fouiller un peu partout pour nous aider à retrouver, ne serait-ce que faire un sommaire de tout ce qu'on a à disposition. Ça vaut pour nous, mais aussi ce qu'on met à disposition à nos utilisateurs. Alors, donc nous, sur l'IA aujourd'hui, on ne cherche pas des trucs hyper performants pour démarrer. On veut que ce soit un outil pour nous accompagner et nous aider au quotidien. Voilà, donc ça c'est un peu mon point de vue, c'est assez personnel, ça a été validé, je vous rassure, mais voilà, on n'est pas encore sur des trucs hyper savantes qui automatisent énormément de choses. On va y arriver, on travaille ça en parallèle, mais c'est des gros sujets qui demandent beaucoup plus d'attention, donc qui sont traités à une autre échelle.